Merci à vous tous d'être revenus et merci à tous ceux qui sont déjà assis d'être ponctuels. Et merci qui sont encore sur les stands d'assurer la relation avec nos partenaires. Pour cette deuxième table ronde de la matinée, j'invite à me rejoindre sur scène Guillaume Sarkozy et André Comte-Sponville. La santé du dirigeant, un capital pour réussir avec Guillaume Sarkozy et André Comte-Sponville. Guillaume Sarkozy, vous êtes, doit-on le rappeler, ingénieur de l'École spéciale des travaux publics. Et vous avez travaillé à la direction de la sécurité civile au ministère de l'Intérieur, chez IBM. Vous avez été dirigeant d'entreprise dans le secteur du textile et des services. Vous avez exercé de nombreuses responsabilités à tête d'organisation professionnelle. Et vous êtes aujourd'hui le délégué général du groupe Malakoff Médéric et membre du Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie. André Comte-Sponville, vous êtes philosophe rationaliste, matérialiste et humaniste, et vous vous définissez comme un athée non dogmatique et fidèle. Ancien élève de l'École normale supérieure de la rue d'Ulm, vous êtes agrégé de philosophie et docteur de 3e cycle. Et je cite le titre de votre dernier ouvrage, « Le sexe ni la mort ». Je ne me suis pas trompé. Hein. C'est donc 3 essais sur l'amour et la sexualité, Albin Michel. Guillaume Sarkozy, on se soucie, et à juste titre, beaucoup de la santé des salariés, peut-être un peu moins de la santé des dirigeants. Et Malakoff Médéric vient de réaliser une enquête sur ce sujet dont vous allez nous révéler les principaux résultats. Je vous remercie. Bonjour, je suis très heureux d'être là, au moins à 2 titres. Le premier, parce que pendant 27 années, vous l'avez dit rapidement, mais pendant 27 années, j'ai été patron de PME, comme vous, alors c'était au maximum 150 personnes, dans l'industrie textile. Et donc, les problèmes que vous connaissez, j'en connais une bonne partie, bien sûr, je les ai vécus dans ma chair, si j'ose dire. Et puis maintenant, j'ai le bonheur de diriger le groupe Malakoff Médéric, qui est l'assureur prévoyance de votre métier, de votre fédération, et aussi l'assureur santé d'un bon nombre d'entre vous. Donc nous nous sommes effectivement intéressés à la santé des dirigeants. 2 mots sur Malakoff Médéric pour savoir rappeler qui nous sommes. 2 métiers. Un métier où nous gérons 20% de la retraite complémentaire à GIRC et ARCO. Donc nous payons des retraites à 3 300 000 personnes retraitées du secteur privé. Nous prélevons d'ailleurs des cotisations sur le même nombre de personnes environ. Ce métier est un métier de délégation d'intérêt général. Et puis un métier d'assureur, où nous sommes en concurrence avec la terre entière. Nous sommes le numéro 2 en France sur l'assurance santé, prévoyance, épargne retraite collective. Je rappelle que Malakoff Médéric est un groupe paritaire, mutualiste, non lucratif. Paritaire, ça veut dire que nous sommes gouvernés par ma gouvernance, mes conseils d'administration, il y en a plusieurs, sont composés de représentants du MEDEF, de la CGPME et des 5 centrales syndicales. Donc le débat tout à l'heure était exceptionnel pour moi et j'ai beaucoup apprécié. Mutualiste, nous avons des mutuelles dans le groupe. Et non lucratif, ça veut dire que l'argent que nous gagnons, les profits que nous faisons, qui sont maintenant fiscalisés, ces profits sont réinvestis à 100% dans l'entreprise. Nous n'avons pas d'actionnaires, nous nous auto-appartenons. Et donc nous mettons l'argent qui est gagné sur vos cotisations, en réalité, nous le mettons au profit de nos opérations d'assurance de manière à investir et à gérer de la sécurité pour vos contrats. Nous sommes 5 700 collaborateurs, beaucoup de PME, 200 000 entreprises sont clientes et évidemment 90% de ces 200 000, 180 000 entreprises sont constituées de PME qui vont de 1 personne à 10 personnes. Enfin, vous connaissez comme moi, mieux que moi même, ce territoire. Alors évidemment, toutes ces PME assure une dynamique incroyable dans notre pays. Et on va voir comment les dirigeants de PME se ressentent. Et on va voir surtout quelle est la spécificité de ces dirigeants de PME. Et la question, j'aimerais qu'on puisse débattre avec le philosophe qui sera à côté de moi sur la scène. Est-ce que c'est la fonction qui crée l'organe ? Est-ce que c'est la fonction de dirigeant qui crée les différences qu'on va voir de caractère entre les dirigeants d'entreprise et les salariés, ou est-ce qu'au contraire, c'est les capacités qu'ont chacune de personnes entre nous qui sont une sélection pour entrer dans le métier de patron de PME. Donc si on va au slide suivant,
on va rentrer dans le vif du sujet. Nous avons voulu regarder, en tant qu'assureur santé et prévoyance, donc comment les dirigeants d'entreprises, et notamment de TPE, PME, géraient leur santé et s'il y avait des spécificités. Et si nous pouvions surtout, c'est ça le but de cette étude, apporter des produits et des services afin de répondre à une problématique particulière. Donc on va aller au slide suivant pour rentrer dans le vif du sujet directement, en appuyant sur le petit bouton. Voilà. Donc, vous avez sur la partie gauche, je ne vais pas vous l'indiquer, c'est les mentions légales de comment nous avons fait l'étude. Plus intéressant, sur la partie droite, on voit que le dirigeant de PME, de TPE, est à 71% un homme, donc c'est une profession qui n'est pas encore dans la parité. Vous en tirerez les conséquences que vous voulez. Pourquoi? Il faut bien réfléchir à ça. 29% de femmes. L'âge est 48 ans, donc un peu plus âgé que la moyenne des salariés. Et 84% de ces entrepreneurs sont à la tête d'une entreprise qui comprend de 3 à 9 personnes. J'imagine qu'on est bien là dans la typologie de ce que vous représentez. Voilà, on appuie encore. Merci. Alors là où ça devient extrêmement intéressant, le patron de PME travaille, ou de TPE, travaille considérablement. D'ailleurs, je suis un peu étonné par le chiffre. Moi, je pensais que ce serait beaucoup plus. Donc, à mon avis, il y a un biais quelque part dans l'étude. Je ne veux pas la dévaloriser à vos yeux. Mais 50 heures par semaine, ça ne fait jamais que 10 heures par jour pendant la semaine. Il reste encore le week-end. Je suis sûr que vous travaillez. Je ne vais pas prendre du temps pour faire un sondage, mais je suis certain, à main levée, que vous travaillez beaucoup plus que 50 heures par semaine. D'ailleurs, 57% d'entre vous travaillent 6 jours ou plus par semaine. Souvent, on travaille effectivement le samedi et le week-end. Et vous prenez, aux 2 tiers environ, très peu de congés, puisque les 35 heures ne s'appliquent pas. Vous prenez, pour 60% d'entre vous, au maximum, 3 semaines de vacances par an. Nous sommes, pardonnez-moi, je m'associe, c'est mes 27 années, parce qu'en tant qu'assureur, je n'ai plus, assureur et un groupe paritaire et mutualiste qui a de forts capitaux propres, je n'ai plus le matin, à 5 heures du matin, la même inquiétude que j'ai eue pendant toutes ces années, de moments de baisse de chiffre d'affaires où je ne savais pas comment je ferais, j'avais une inquiétude de savoir si j'arriverais à faire la paye à la fin du mois. Donc 35% d'entre vous, vous ne savez pas estimer votre chiffre d'affaires à 6 mois, c'est-à-dire que vous n'avez pas beaucoup de visibilité. Et vous déclarez avoir des difficultés, mais un peu comme les salariés, environ un tiers d'entre vous, à concilier les différents engagements, qu'ils soient professionnels et de vie personnelle. Je trouve que c'est un bon taux d'être comme les salariés, vu la lourdeur des responsabilités que vous avez sur les épaules. Vous déclarez, et c'est là qu'il y a une différence tout à fait exceptionnelle, moi j'étais frappé en lisant ces résultats, 81% des dirigeants déclarent ne jamais avoir ressenti de déprime ou de sentiment d'isolement. Vous avez un très bon état psychologique. C'est d'autant plus important, enfin majeur, que la moitié, simplement 40% des salariés, dont les cadres, et des cadres, font la même réponse. C'est-à-dire que vous êtes, s'il faut dire les choses simplement, vous êtes 2 fois plus costaud ou 2 fois plus nombreux à avoir un bon équilibre psychologique que les salariés. Et en ce qui concerne l'état psychologique très bon, oui, c'est 90% par rapport, là aussi, à la moitié. Un sentiment de stress que vous avez qui est plus faible que celui des salariés, alors c'est aussi tout à fait étonnant, parce que l'intérêt d'être salarié, c'est justement normalement de se dire « je fais mon travail, j'accepte un lien de subordination, mais au moins à la fin du mois, je n'ai pas d'inquiétude de la paye ». Et ben, malgré ça, les salariés sont plus inquiets que vous, puisque c'est 32% des dirigeants qui se disent stressés depuis les 2 semaines qui viennent de se passer, alors que c'est 48% des salariés et 50% des cadres. D'ailleurs, il faudrait se poser la question pourquoi les cadres sont un petit peu plus stressés que l'ensemble des salariés et beaucoup plus que les dirigeants. Il y a peut-être une question de statut ou de responsabilité dans l'entreprise. C'est assez intéressant derrière de réfléchir à cette question. Vous nous dites que vous êtes en bon état de santé, puisque là encore, vous dites 81% des dirigeants d'entreprise nous disent « oui, je suis en bon état de santé, je vois mon état de santé positif ». Ce n'est que 71% pour les salariés. Et vous déclarez ne jamais avoir manqué de tonus pour 34%, alors que c'est 14% chez les salariés. Par contre, votre poids,
enfin l'IMC, vous savez ce que c'est, l'indice de masse corporelle, le rapport entre le poids et la taille. Votre poids est dans à peu près le même que celui des salariés, donc vous ne faites pas beaucoup plus attention. Ça, c'est pas bien. Il faut faire un peu mieux. Alors, je ne suis pas sûr d'être un exemple parfait, même si je fais beaucoup d'efforts, je vous l'assure. On le verra d'ailleurs en déjeunant tout à l'heure ensemble, ainsi que d'ailleurs du sport tous les matins. Bon, mais je vous engage à le faire. On peut le faire ensemble d'ailleurs. Il y a des salles de sport à côté. L'hygiène de vie, donc sommeil, vous dormez bien, beaucoup mieux, là aussi, que les salariés, puisque vous dites à 70%, je dors bien, et c'est simplement 50% chez les salariés. Alors donc, cette inquiétude... Alors, évidemment, vous n'êtes pas, surtout dans votre métier, mais tous les patrons de PME ne sont pas dans le textile quand je ne vais pas parler de M. Mandelson, je ne vais pas parler de l'OMC, mais quand la Chine entre dans l'OMC sans aucune contrepartie, enfin bon... Je ne vais pas prendre ma casquette antérieure, qui génère évidemment des inquiétudes. Donc, vous avez une véritable impulsion sur votre entreprise qui fait que vous assumez bien vos responsabilités. Vous reconnaissez un déficit d'activité physique, ça c'est très clair, puisque simplement 9% des dirigeants déclarent faire une activité physique, même légère, tous les jours. Là, c'est tout à fait insuffisant. Il faut faire beaucoup mieux. Et vous avez un équilibre alimentaire qui, un tiers d'entre vous fait attention, c'est ce qu'on disait à l'instant. Et là, on peut vous aider, puisque 30% des dirigeants ne sont pas suivis régulièrement par leur médecin généraliste. On peut vous aider à mieux gérer finalement votre santé et votre mode de vie qui est essentiel, bien sûr, à votre durée de vie, à votre tonus. Et c'est là où l'assureur que nous sommes peut jouer un rôle important. Voilà, alors, je ne suis pas venu pour vous vendre quoi que ce soit, évidemment. Nous avons un produit qui va sortir très bientôt, spécialement pour le dirigeant. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas de vous vendre un produit à ce stade, même s'il y a des commerciaux dans la salle, ce n'est pas notre sujet aujourd'hui, mais que nous avons tenté de réfléchir aux problématiques propres aux dirigeants. Par exemple, nous allons sortir une garantie prévoyance dans laquelle on va inclure non seulement votre rémunération, mais également les dividendes que vous versez. C'est-à-dire qu'on adapte nos produits à votre mode de vie, car bien sûr, vous faites le choix régulièrement dans votre rémunération entre salaire et dividende. Nous avons d'autres caractéristiques dans ces produits, notamment le coaching, mais ça, nous en parlerons plus tard. Ce qui est important pour moi, c'est de vous dire que nous sommes à votre disposition afin de vous aider à mieux gérer cette question, mais on va sûrement le faire aussi d'un point de vue intellectuel, et je vais m'asseoir pour avoir le bonheur d'écouter M. Comte-Sponville. Merci à vous. Merci beaucoup. Moi, j'ai bien compris que vous pouviez nous aider. Il y a quelqu'un d'autre qui peut m'aider, et j'en ai eu la démonstration il y a quelque temps quand on a préparé cette table ronde. Moi, j'ai pris beaucoup de bonheur, ne serait-ce qu'à vous écouter au téléphone quand on a préparé. Et c'est vrai que depuis, je me sens en pleine forme. Alors, le bonheur est-il une clé santé? André Comte-Sponville, nous vous écoutons. Bien, bonjour à tous. Je ne vous demande pas comment vous allez, puisque d'évidence, vous allez très bien. Au fond, je m'en réjouis, puisque notre pays a besoin d'entreprises qui se portent bien et qu'une entreprise a besoin d'un chef d'entreprise qui se porte bien. La question un peu perverse qui m'est venue en écoutant Guillaume Sarkozy, alors qui est une autre façon de poser la question de la fonction et de l'organe, ou de l'œuf et de la poule, est-ce que c'est parce que vous êtes meilleur en tant qu'individu que vous êtes chef d'entreprise? Ou est-ce que c'est parce que vous êtes chef d'entreprise que vous êtes devenu meilleur en tant qu'individu? Comme toujours, quand on se pose ce genre de questions, le plus vraisemblable, c'est que c'est les deux à la fois. On n'est pas chef d'entreprise par hasard, mais on n'est pas non plus chef d'entreprise sans que ça vous transforme, évidemment. Non, l'autre question plus perverse qui m'est venue, ou peut-être c'est la réponse que je vais vous suggérer qu'il l'est, c'est pourquoi est-ce qu'ils vont si bien? Parce qu'enfin, vous faites un métier extrêmement difficile, au moins difficile que celui de la plupart de vos salariés, et je pense sincèrement souvent plus difficile. Au moins autant stressant, et souvent plus stressant. Et vous travaillez davantage. Je me demande si le gros avantage des patrons en matière de santé ne tient pas au fait que les patrons n'ont pas de patron.
C'est un peu inquiétant, parce que ça veut dire que le patron est en bonne santé, le patronat, l'État, la fonction patronale n'est pas pathologique, mais elle est possiblement pathogène. C'est peut-être d'ailleurs ce que pense un certain nombre de vos collaborateurs, de vos salariés. Pourquoi est-ce qu'ils dorment mal? Peut-être parce qu'ils pensent à vous. Alors, je sais bien que tout n'est pas rose pour les chefs d'entreprise. Vous avez des clients. Et ça, ce n'est pas toujours facile. Vous avez des salariés. Et ça, ce n'est pas toujours facile. J'ai toujours pensé que le métier de chef d'entreprise serait le plus beau métier du monde s'il n'y avait pas les clients et les salariés. Mais malgré tout, voilà, quand vous pensez à vos clients ou à vos salariés, voire à vos clients et à vos salariés la même nuit, ça vous empêche moins de dormir que vos salariés qui, eux, doivent penser alors à quoi? À leur travail? Oui, mais il n'est pas plus difficile que le vôtre. Aux clients? Oui, mais ce n'est pas plus important pour eux que pour vous. Peut-être, encore une fois, que c'est parce qu'ils pensent à leur patron. Et ça m'inquiète un petit peu. Alors, on part d'une boutade, d'une provocation, mais ça m'inquiète un petit peu, parce que pour qu'une entreprise se porte bien, or, encore une fois, notre pays a besoin d'entreprises qui se portent bien, il faut que les patrons se portent bien. Mais il faut aussi que les salariés se portent le mieux possible et surtout qu'ils aiment leur travail. Et ça, c'est une question managériale qui me paraît tout à fait décisive. Alors, ce n'est pas l'objet de mon propos, je n'en suis qu'à l'introduction, mais rassurez-vous, je vais respecter le timing, mais ça me paraît malgré tout l'essentiel. Au fond, que vous soyez en bonne santé, je m'en réjouis, mais que vos salariés dorment si mal, je m'en inquiète. Alors, le titre qu'on m'a proposé, qui n'est pas de moi, le bonheur, une clé santé. C'est quand même un drôle de titre. Vous savez, la première réaction qui m'est venue quand on m'a proposé ce titre, ça a été de penser à une boutade de Voltaire au XVIIIe siècle. Voltaire disait « J'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé. » C'est quand même un singulier paradoxe et un très spectaculaire renversement que de considérer que le bonheur n'est qu'un moyen pour atteindre ce but suprême que serait la santé. C'est un renversement considérable par rapport à au moins 3000 ans de civilisation, qui considérait évidemment à l'inverse que la santé n'est qu'un moyen, certes particulièrement précieux, mais que la santé n'est qu'un moyen pour atteindre ce but suprême qu'est le bonheur. Que vous soyez en bonne santé, je m'en réjouis, surtout pour vous. Mais je sais d'expérience que la santé n'a jamais suffi au bonheur de quiconque. Bref, méfions-nous de cette idéologie sanitaire qui veut faire de la santé le souverain bien. Attention de ne pas tomber dans ce que j'appelle le panmédicalisme. Vous savez que to, pan, en grec, ça veut dire tout. Ce que j'entends par panmédicalisme, c'est une culture, une civilisation qui serait tout entière centrée autour de la médecine, qui ferait de la santé et non plus du bonheur, comme chez les anciens, mais aussi bien au XVIIe ou XVIIIe siècle. Parce que quand Voltaire énonce sa boutade, il l'énonce comme un paradoxe, évidemment. Le panmédicalisme, ça serait cette culture, cette civilisation, tout entière centrée autour de la médecine qui ferait de la santé et non plus du bonheur le souverain bien. Ce panmédicalisme, au fond, il est fondé sur deux erreurs solidaires. La première erreur, c'est celle que j'évoquais, faire de la santé le but, vis-à-vis duquel le bonheur ne serait qu'un moyen, alors que c'est l'inverse que je crois vrai. Le but, c'est le bonheur. La santé est un moyen particulièrement important, particulièrement précieux, mais un moyen pour atteindre ce but qu'est le bonheur. La deuxième erreur, solidaire de la première, c'est de demander le bonheur lui-même à la médecine. La réponse est évidemment non dans les deux cas. Non, le bonheur n'est pas une condition nécessaire à la santé,
puisqu'on peut être en bonne santé sans être heureux. Et je vais vous dire, chers amis, c'est tant mieux, quand même. Et non, le bonheur n'est pas une condition suffisante à la santé, puisqu'on peut être heureux sans être en bonne santé. Alors c'est plus rare, c'est plus difficile, mais là encore, c'est heureux. La dernière lettre qu'on ait conservée d'Épicure, enfin un fragment de lettre à son ami Idoménée, si mes souvenirs sont bons, on a gardé cette phrase. Épicure écrivait à son ami « Je souffre atrocement ». Il est mort, je crois, de dysenterie, maladie de la pierre aggravée, surinfecté. « Je souffre atrocement, mais je m'épanouis de bonheur au souvenir des conversations que nous avons eues ensemble. » Et oui, le sage, au fond, se reconnaît, entre autres choses, au fait qu'il est heureux, y compris quand il est en mauvaise santé. Alors, nous ne sommes pas des sages, c'est entendu. Enfin, si votre bonheur cède et que vous avez attrapé un rhume, il y a quand même un problème quelque part, là encore. Si votre bonheur cesse dès que vous avez une maladie un peu durable, je ne sais pas, le diabète, de l'arthrite, de l'arthrose, vous n'allez pas être heureux très longtemps. Voyez. Et donc, on peut être en bonne santé sans être heureux. On peut être heureux sans être en bonne santé. Le bonheur n'est donc pas une condition nécessaire ni suffisante à la santé. Le bonheur n'est pas la clé de la santé. Et au fond, ça tombe bien. Il est une condition favorable, je ne m'y attarde pas, ça va de soi, c'est une évidence. Mais ça tombe bien. Parce que s'il fallait absolument être en bonne santé pour être heureux, ou s'il fallait absolument être heureux pour être en bonne santé, notre bonheur et notre santé seraient considérablement fragilisés par là. C'est donc une très bonne nouvelle qu'on puisse être en bonne santé, y compris quand on n'est pas heureux. C'est une très bonne nouvelle qu'on puisse être parfois heureux, y compris quand on n'est pas en bonne santé. Et pour assumer ces deux bonnes nouvelles, pour en profiter, il faut refuser de confondre le bonheur et la santé. Et il faut refuser de soumettre le bonheur à la santé. Et donc la boutade de Voltaire est une boutade, c'est une provocation qu'il importe de comprendre comme telle. Bref, je vous souhaite d'être en bonne santé, de rester en bonne santé, parce que c'est bon pour le bonheur. Je vous remercie pour votre attention. Alors, est-ce que vous allez mieux ? Vous avez partagé cette expérience avec moi. J'ai compris depuis longtemps que si Voltaire a dit qu'il avait décidé d'être heureux parce que c'était bon pour la santé, la source de tous les maux était au bout du ruisseau, et ça, c'est la faute à Rousseau, ça c'est sûr. Vous nous avez interpellé, vous avez interpellé les patrons, les chefs d'entreprise, et vous-même, Guillaume Sarkozy, vous avez cette expérience de chef d'entreprise. Donc, après avoir écouté André Comte-Sponville, est-ce qu'on peut trouver le bonheur dans le travail et dans des fonctions patronales ? Vous vous y êtes retrouvé ? Moi, j'en suis intimement persuadé. Ça fait 39 ans que je travaille, pas un jour. Je suis arrivé dans ces 39 ans au bureau en me disant « j'ai pas envie d'y aller ». Et je me suis nourri pendant mon bonheur ou ma satisfaction, parce que comme vous, j'ai peut-être eu plus que 3 jours de bonheur dans ma vie, mais certainement pas toutes ces 39 années tous les jours, bien sûr, avec les difficultés. Mais le fait de surmonter les difficultés, le fait d'entraîner les gens, c'est le fait d'entraîner finalement, le fait de devoir donner le cap, le fait d'avoir les responsabilités, le fait d'être seul, en grande partie, pour moi, ça me nourrit. Et jamais j'arrêterai. Je n'ai pas envie d'arrêter. Vous pourriez comparer les responsabilités de patron d'une PME que vous avez été avec les responsabilités de dirigeant d'une grande entreprise, comme c'est le cas aujourd'hui ? Oui, c'est beaucoup plus difficile d'être patron de PME. Et c'est beaucoup plus difficile d'être dans le textile que d'être dans l'assurance. Donc j'ai eu une chance extraordinaire. J'ai commencé par le difficile pendant 27 ans, et ça fait 6 ans maintenant, que je suis assureur. C'est formidable, c'est exceptionnel d'être aussi à la tête de Malakoff Médéric, tellement il y a de choses à faire, de choses à inventer.
Et mon bonheur, je le trouve là, dans le fait que pendant 27 ans, je vais être un peu provocant, mais pendant 27 ans, j'ai eu à subir ce que vous subissez tous les jours, c'est-à-dire les prélèvements de l'ensemble de ces rapaces de la protection sociale. Enfin, c'est comme ça que je les voyais à l'époque. Hein. Et aujourd'hui que je suis un de ces rapaces, enfin, j'essaie d'être une colombe. Enfin oui, d'accord, vous moquez de moi, je vois bien. Mais aujourd'hui, j'ai la conviction, et on commence à le montrer, qu'on peut vous rendre de vrais services. Aujourd'hui, j'ai la conviction, nous, notre boulot, c'est bien-être et productivité dans l'entreprise. J'ai la conviction qu'on peut apporter ça. Et ça, c'est aussi une grande satisfaction que de tenter tous les jours d'avoir à aller dans cette direction-là. Et c'est vrai que bien-être, productivité évidemment, mais bien-être est quand même une notion qui revient plus fréquemment qu'il y a quelque temps. Est-ce qu'on peut associer santé, bien-être, bonheur Oui, bien sûr, on peut associer, mais enfin, malgré tout, la santé n'est pas la même chose que le bonheur, je n'y reviens pas, mais le bien-être non plus n'est pas la même chose que le bonheur. Au fond, le bien-être, c'est quoi? C'est quand on a mal nulle part. C'est l'absence de souffrance. Alors, combattre la souffrance au travail, c'est un enjeu managérial majeur, évidemment. Vous voyez, mais ça me fait penser à cette boutade, je ne sais plus quel humoriste, qui disait en public « J'ai mal nulle part, sauf quand j'appuie. Voilà. » C'est un peu le bien-être. Effectivement, souvent à l'entreprise, on évite d'appuyer trop fort, comme ça les gens n'ont pas trop mal. C'est bien de combattre la souffrance au travail, c'est bien de faire du bien-être au travail un objectif. Mais enfin, ça ne vous permettra pas de garder les meilleurs de vos salariés. Parce que ce que veut l'humanité, ce n'est pas le bien-être, ce n'est pas avoir mal nulle part. Si on voulait avoir mal nulle part, tirons-nous une balle dans la tête, on n'aura plus mal nulle part. Non, non, ce que les gens veulent, c'est le bonheur. Alors là, il y a à mon avis un enjeu majeur. Au fond, qu'est-ce qui fait courir vos salariés? Et aussi bien vos clients. Ma réponse, je ne peux pas m'y attarder longtemps, mais c'est que c'est toujours le désir qui fait courir les gens. Le désir, disait Aristote, est l'unique force motrice. Le seul moteur, c'est le désir. Le désir, disait Spinoza, est l'essence même de l'homme, de l'être humain. Nous sommes des êtres de désir. Et qu'est-ce qu'on désire? Le bonheur. Et qu'est-ce que c'est qu'être heureux? Avoir ce qu'on désire. Et donc vous voyez que les deux thèmes de bonheur et de désir sont indissociables. Mais ça nous dit quelque chose d'essentiel sur votre métier de chef d'entreprise, petite ou grosse, peu m'importe ici. Parce que si le désir est l'unique force motrice, Aristote, si le désir est l'essence même de l'homme, Spinoza, ça veut dire qu'un chef d'entreprise, c'est d'abord et avant tout un professionnel du désir de l'autre. Professionnel du désir de cet autre particulier qu'est le client, c'est ce qu'on appelle le marketing. Professionnel du désir de cet autre particulier qu'est le salarié, c'est ce qu'on appelle le management. Ça veut dire que des deux côtés, côté client, marketing, côté salarié, management, vous êtes d'abord et avant tout des professionnels du désir de l'autre. Alors, laissons les clients, on n'a pas le temps, un mot sur vos salariés. Qu'est-ce qu'ils désirent? Autrement dit, pourquoi est-ce qu'ils viennent travailler chez vous? Est-ce qu'ils désirent le travail? Mais non, bien sûr. Tous préféreraient être rentiers. Oui, ils préfèrent travailler chez vous plutôt qu'être chômeurs. Mais ils préféreraient être rentiers plutôt que travailler chez vous. Quel pourcentage de vos salariés continuerait à travailler dans votre entreprise s'ils avaient gagné ne serait-ce que 60 millions d'euros au loto européen? Comme récemment, il y a quelques années, un pizzaiolo de Chambéry. Mais la réponse, en gros, c'est 0%. Le pizzaiolo, il arrêtait de travailler. Et donc, vos salariés, désolé de vous décevoir, désolé de rompre avec le managérialement correct, ne travaillent pas par amour du travail. C'est du pipeau, ça n'existe que dans les mauvais livres de management. Alors, est-ce que vos salariés, deuxième hypothèse, ils courent après l'argent? Ah, déjà, bien davantage, oui. Parce que tant qu'ils n'ont pas gagné au loto, ils ont besoin d'argent pour vivre et donc ils travaillent pour gagner leur vie. Et c'est bien, on ne va quand même pas le leur reprocher. Le problème pour vous, c'est que vos salariés, et surtout les meilleurs de vos salariés, l'argent, le salaire, ils peuvent le trouver dans une autre entreprise. C'est donc pour ça qu'ils travaillent, mais ce n'est pas pour ça qu'ils travaillent chez vous. Puisque, encore une fois, surtout les meilleurs, professionnellement, ils pourraient trouver du boulot ailleurs avec en gros le même salaire.
Vous savez, c'est ce que m'avait expliqué un jour un chef d'entreprise, de PME en l'occurrence. Il me disait, oui, bien sûr, vous avez raison, mes salariés travaillent pour le salaire. Si j'arrête de les payer, ils arrêtent de travailler, ça c'est clair. Cela dit, ajoutait-il, le salaire, ce n'est pas moi qui le fixe, c'est le marché du travail. Et oui, il y a un marché du travail, aucun d'entre vous ne peut payer durablement ses salariés 20 ou 30% de plus que la concurrence. Donc, me disait ce patron, oui, c'est vrai, mes salariés travaillent pour le salaire, mais le salaire, ce n'est pas moi qui le fixe, c'est le marché du travail. Si bien que ma valeur ajoutée de manager, me disait-il, et j'aime beaucoup cette notion de valeur ajoutée de manager sur laquelle on ne s'interroge pas assez. Hein. Tout le monde s'interroge sur la valeur ajoutée, mais la vôtre, personnellement. Si bien, me disait ce patron, que ma valeur ajoutée de manager, elle n'est pas dans le salaire. Elle est dans les autres raisons que le salaire, que mes salariés ont de venir travailler chez moi et surtout de rester à travailler chez moi. Et il concluait en me disant, écoutez, j'ai beau tourner le problème dans tous les sens, la seule réponse que je trouve, c'est que s'ils viennent travailler chez moi, s'ils restent à travailler chez moi, c'est qu'ils y trouvent un certain plaisir, un certain bonheur. Il avait évidemment raison. Et ça veut dire, et je m'arrête là pour être un peu long, mais quel est l'enjeu majeur, quel est l'intérêt majeur de votre entreprise? Je crains qu'un certain nombre d'entre vous se disent, c'est d'avoir le plus de clients possible et les meilleurs clients possibles. Non, ça c'est second. À mon sens, l'intérêt majeur de l'entreprise, c'est d'avoir le meilleur patron, et c'est d'avoir les meilleurs salariés. Parce que ça n'est pas parce qu'on a les meilleurs clients qu'on a les meilleurs salariés. C'est inversement parce qu'on a les meilleurs salariés qu'on a une chance sur la durée d'avoir les meilleurs clients. Bien sûr. Or, dès lors que vous avez compris que vos salariés, ce qu'ils cherchent, ce n'est pas le travail. Ce qu'ils cherchent, ce n'est pas l'argent. Ou pas seulement l'argent. Ce qu'ils cherchent, c'est le bonheur. Vous comprendrez que la seule façon sur la durée d'avoir et de garder les meilleurs salariés, quand j'ai les meilleurs, c'est d'un point de vue professionnel, ce n'est pas forcément les plus sympas, les plus généreux ou les plus drôles, les meilleurs d'un point de vue professionnel. La seule façon sur la durée d'avoir et de garder les meilleurs salariés, donc à terme d'avoir et de garder les meilleurs clients, c'est de faire en sorte que vos salariés aient le sentiment qu'ils sont plus heureux chez vous qu'ils ne seraient chez tel ou tel de vos concurrents. Le bien-être ne suffira pas à ça. Le type qui se dit « j'ai mal nulle part dans la boîte, sauf quand j'appuie », si c'est un bon, il a tout intérêt à aller voir ailleurs. Parce que ne pas avoir mal, ça n'est pas un but suffisant dans l'existence. Et au travail non plus. Je dis bien que tout le monde travaille pour être heureux, mais certains, malheureusement, attendent pour être heureux à la fin de la journée. Le bonheur commence à 17h30, 18h. Bon. Et il y en a d'autres qui travaillent pour être heureux, mais qui n'attendent pas, pour être heureux, d'avoir fini leur travail. Pour moi, c'est la pierre de touche du management réussi. Le management est réussi quand les salariés sont heureux de faire ce boulot-là, dans cette entreprise-là, avec ces gens-là. Donc vous nous éclairez beaucoup sur cette préoccupation qui est, je pense, assez communément partagée des chefs d'entreprise que du bien-être de leurs salariés. Mais je reviens sur une réflexion d'un de mes clients qui, il y a quelque temps, me disait « Mais oui, on se préoccupe tous les jours et on met beaucoup de moyens en place pour faire le mieux possible en termes de bien-être de nos salariés. Mais moi, c'est le dirigeant qui me parlait, j'ai quand même un peu l'impression que personne ne fait rien pour moi et pour mon bien-être. » Et je reviens sur ce que vous disiez tout à l'heure, qui m'a interpellé quand vous disiez que cette solitude du dirigeant, que beaucoup d'entre nous connaissent et vivent, elle vous nourrissait, au contraire de peut-être ce qu'un certain nombre de gens évoquent. Donc est-ce que vous pouvez développer un peu cet aspect-là? Ça, c'est quelque chose que je ressens depuis très peu de temps. Parce que l'inquiétude, je l'ai connue, ça fait 39 ans que je bosse, enfin que je suis patron, et l'inquiétude, je l'ai connue pendant probablement 36 ou 37 ans, et quasiment même jusqu'à la semaine dernière. Donc, il y a les deux aspects, évidemment. Il y a ces deux aspects. Mais c'est en vieillissant, finalement, que je me rends compte de ce que ça m'apporte et du contact avec les autres. Parce que dans les salariés qui s'engagent, c'est la question de la motivation dont vous parlez, de l'engagement. Dans les salariés, dans beaucoup de salariés, il y a aussi une part d'entrepreneurs. Hier, j'étais sur un de nos sites de production, à Lille, où j'ai des tables rondes avec des salariés, et je suis scotché par des gens qui sont des opérateurs, par voir leur niveau d'engagement. Alors évidemment,
quand je vais discuter avec 10 salariés, sur 100 par exemple, qui sont dans le site, ils n'ont pas sélectionné, j'ai posé la question, ils n'ont pas sélectionné les plus mauvais. Mais ça ne fait rien. J'ai eu en face de moi des gens qui avaient envie du changement, envie d'amélioration. C'est ça aussi, être entrepreneur. Donc ils ont aussi cette part. Et le boulot du manager, le boulot du patron, me semble-t-il, pour faire suite de ce qu'André nous a dit, c'est de développer à la fois cette part de lutte. Moi, je dis souvent à mes collaborateurs, soyez irrespectueux. N'acceptez pas les choses établies. Remettez-les en cause et demandez qu'on vous justifie toujours pourquoi on doit faire ça. Et tous les matins, on doit se poser la question, pourquoi je fais ça, et je dois le remettre en cause de manière évidemment positive. Pour moi, c'est mon bonheur, ou ma satisfaction plutôt que mon bonheur. Il faudrait peut-être faire la différence entre les deux aussi. Mais ma satisfaction, elle est dans le fait de régler des problèmes. J'adore régler des problèmes. J'existe mieux, à mes yeux, quand je règle des problèmes. Et régler des problèmes, c'est régler des problèmes avec les hommes, avec les femmes, dans le management, régler des problèmes avec les clients aussi, bien sûr. Oui, pour rebondir sur ce que vient de dire Guillaume Sarkozy, quand il distinguait la satisfaction et le bonheur, il a raison. Alors d'abord, oui, mais en l'occurrence, c'était satisfaction, bonheur. D'abord, que vos salariés ne se soucient pas de votre bonheur, c'est normal. Ils s'en foutent. C'était bien ça. Ils sont embêtés quand le patron fait une tentative de suicide. C'est pas bon pour la boîte et donc ça remet en cause leur sécurité. Voyez. Mais il est normal que vous vous préoccupiez du bonheur de vos salariés parce que c'est un enjeu managérial, parce qu'en tout cas, pour garder les meilleurs salariés, il importe de créer des conditions telles qu'ils soient plus heureux chez vous que chez vos concurrents. Les salariés n'ont pas du tout le même besoin de s'occuper du bonheur de leur patron. Et puis je vous dirais par ailleurs, davantage de pouvoir, davantage de responsabilité. Et donc, vous ne pouvez pas demander à vos salariés de se soucier autant de votre bonheur que vous vous souciez, quand c'est le cas, du leur. Mais deuxième point, différence entre satisfaction professionnelle et bonheur. Ben oui, j'espère bien que pour vous tous, votre vie affective, amoureuse, sexuelle, votre vie de famille est bien plus importante que votre vie professionnelle. J'espère bien, et donc je crains que ça ne soit pas toujours le cas. Il n'y a pas d'espoir sans crainte, ni de crainte sans espoir, comme disait là encore Spinoza. Oui. Mais posez-vous la question, qu'est-ce que vous préférez? Que votre boîte se porte bien ou que vos enfants se portent bien? J'espère évidemment que vous espérez surtout que vos enfants se portent bien et que donc vous avez davantage peur qu'ils ne tombent malades, que vous n'avez peur de déposer le bilan. Bref, j'espère bien que vous êtes des êtres humains avant d'être des chefs d'entreprise. Vous savez ce que disait un chef d'entreprise du XVIe siècle, enfin un manager du XVIe siècle, Michel Montaigne, maire de Bordeaux. À l'époque, Bordeaux était déjà une grande ville, donc c'était vraiment du management. Donc Montaigne s'appelait Michel de son prénom. Et dans les essais, Montaigne écrit « Le maire et Michel ont toujours été deux, et d'une séparation bien claire. » J'espère que votre entreprise et vous-même, vous êtes deux, et d'une séparation bien claire. Et je sais que c'est plus difficile, là, pour le coup, quand on est patron de PME, surtout quand on l'a créé, en plus quand la boîte, des fois, porte votre nom. C'est moins difficile pour Guillaume Sarkozy de se dire, bon, Malakoff, Médéric et Guillaume Sarkozy sont deux. Mais imaginez qu'il dirige une boîte qui s'appellerait Guillaume Sarkozy Consulting. C'est plus difficile. Et bien pourtant, c'est le cas. Vous n'êtes pas votre entreprise. Votre entreprise n'est pas vous. Et donc, il faut que vous soyez heureux au boulot, bien sûr, dans la vie privée, a fortiori. Voyez. Mais attention de ne pas confondre la peau et la chemise, comme disait encore Montaigne. Moi, le patron qui m'a le plus épaté de ma vie, et en même temps le plus réjoui. C'est un patron, c'est une réunion APM, donc l'Association Progrès du Management, que certains d'entre vous connaissent, j'imagine. À la pause, on discute un peu, je lui demande comment il va. Il me dit, écoutez, ça va très bien, je suis en train de déposer le bilan. Je lui dis, attendez, je suis désolé pour le bilan, mais comment pouvez-vous dire que ça va très bien? Il me dit, je suis en train de lire un bouquin formidable. Ça s'appelle « Le bonheur désespérément ». C'est moi qui l'avais écrit. Et donc,
Le fait que ça m'a à la fois touché et flatté, on peut penser que c'est aussi pour ça qu'il m'a impressionné, mais pas seulement. Oui. Parce que, je vais vous dire, être heureux au boulot quand tout va bien, mais vous faites un boulot formidable, en gros. Oui. C'est quand même plus sympa d'être sur l'entreprise que d'être salarié, presque toujours. Oui. Mais que vous soyez heureux comme individu, y compris quand tout ne va pas bien dans l'entreprise, y compris parfois quand tout va mal, alors là, je dis respect, comme disent les jeunes aujourd'hui. Oui. Voilà. Ne confondez pas la satisfaction professionnelle, Guillaume a raison, avec le bonheur individuel. Ne confondez pas la peau et la chemise, ne confondez pas l'individu que vous êtes avec l'entreprise que vous dirigez. J'ajoute un dernier mot, il y a plus important que le bonheur. Un de mes amis me disait, moi les gens heureux m'emmerdent. Moi pas toujours, mais je vois bien ce qu'il veut dire, si vous voulez. Mes amis les plus chers, ce n'est pas forcément ceux qui sont le plus heureux, ça dépend des moments, comme tout le monde. C'est ceux qui sont les plus vrais, les plus sincères, les plus authentiques, les plus aimants, les plus courageux. Ce qui fait la valeur d'une vie d'homme, c'est bien sûr pas le métier qu'on exerce. Ça n'est pas non plus le bonheur plus ou moins grand dont on jouit, parce qu'une bonne partie n'en dépend pas de nous. La santé de vos enfants, qui est le point essentiel, ne dépend pas de vous. Voilà. Très peu de vous. Non, ce qui fait la valeur d'une vie d'homme et de femme, ce n'est pas le métier, ce n'est pas le bonheur, c'est la quantité d'amour et de courage dont on est capable. Et donc, quand je disais que le bonheur est le but, oui, par rapport à la santé. Oui. Mais 2000 ans de civilisation chrétienne, dans la bouche de l'athée fidèle que je suis, nous rappellent qu'il y a quelque chose de plus important encore que le bonheur. C'est l'amour. Et qu'un amour malheureux vaut mieux qu'un bonheur sans amour. C'est la vérité du calvaire. Voilà. Mon ami Luc Ferry va parler en fin d'après-midi, vous le saluerez de ma part, c'est un ami très cher. Il va parler du nouveau monde. Je ne sais pas ce qu'il va vous dire. Mais ce qui est clair, c'est que le nouveau monde, ce n'est pas un monde qui, à la place de liberté, égalité et fraternité, mettrait sur les mairies sécurité, diététique, santé. Oui. Parce que ça, c'est l'enfer. Oui. Et donc, je vais vous dire, Luc, je prends les paris, c'est que le nouveau monde, c'est un monde où on mettrait enfin l'amour à sa place, c'est-à-dire au sommet. Oui. Alors, Luc appelle ça la révolution de l'amour, je trouve ça un peu curieux pour un discours qu'on tient depuis 2000 ans. Mais enfin bon, c'est son problème. Mais en revanche, qu'on tient un discours, ça ne veut pas dire que l'amour est au sommet, ça veut dire qu'on sait tous qu'il devrait être au sommet. Oui. Eh bien voilà, donc la santé, c'est très important, mais le bonheur, c'est bien plus précieux encore que la santé. Et l'amour, c'est bien plus précieux encore que le bonheur. Guillaume Sarkozy, je crois que je n'ai pas besoin de vous poser de questions, vous voulez réagir. Évidemment, c'est super ce genre de conversation parce que ce n'est pas tous les jours. Moi, merci client. Moi, le bonheur total, c'est chiant, je suis bien d'accord, c'est la mort. Si je suis totalement heureux, c'est la preuve que je suis mort. Moi, ma définition, mon bonheur, c'est accepter mes propres contradictions ou ne pas trop souffrir de mes propres contradictions, puisqu'il y a de la souffrance là-dedans, vous nous l'avez fait remarquer. C'est comme ça que je me sens le mieux, quand j'accepte mes propres contradictions, finalement. Alors, le seul point, peut-être de désaccord que j'aurais avec André, c'est la question de se couper en deux. Non, moi, je ne me coupe pas en deux. Moi, je m'identifie à l'entreprise, j'aime ma femme, j'aime mes enfants, ça fait partie de ma vie. Et je veux un management humain, c'est-à-dire avec des émotions. Moi, j'aime bien qu'il y ait des émotions dans l'entreprise. C'est moi aussi l'émotion. J'aime bien je veux avoir un regard humain sur les gens. Et je pense que je l'ai. Mais je pense que je suis aussi extrêmement exigeant, quelquefois trop ou trop dur. Mais je crois qu'on peut être exigeant, ou le prix de l'exigence, ou la condition de l'exigence, c'est le regard. De voir qu'on a des hommes et des femmes en face de soi, et effectivement pas des machines. Donc, j'aime pas trop, moi, enfin, j'aime pas trop, j'aime tout ce que dit André, évidemment. Mais j'ai un peu de mal avec cette idée de se couper en deux. Voilà. J'aimerais bien qu'il puisse le développer, ça. Il n'y a qu'à demander. Merci, mais je ne veux pas non plus monopoliser le crachoir, si j'ose dire. Management humaniste, oui, bien sûr. Hein, c'est ce que je ne cesse de rappeler quand je fais des conférences sur le management. Ça m'arrive souvent, on n'a pas beaucoup de temps d'en parler, mais vos salariés ne sont pas des machines. Ce sont des êtres humains, c'est-à-dire exactement, ils sont les sujets de leurs désirs. Et si vous ne les traitez pas comme tels, vous faites une faute morale,
puisque vous traitez un être humain comme une machine, comme une chose. C'est le principe même de l'immoralité. 2, vous faites une erreur managériale. Parce que la machine, elle n'a pas besoin d'être motivée pour faire son boulot. Il suffit qu'on l'ait branchée, qu'on appuie sur le bon bouton. Un homme, une femme, il n'y a pas de branchement électrique, il n'y a pas de bouton où appuyer. Si vous ne les motivez pas, ils ne feront que le strict minimum pour ne pas être virés, ce qui est le contraire de la motivation. Les motiver, c'est les traiter pour ce qu'ils sont, comme les sujets de leur désir, c'est-à-dire comme des êtres humains. Donc, management humaniste, oui, à fond. Ce qui m'inquiète un peu, cher Guillaume, pour votre couple, pas pour votre entreprise. Vous vous dites, je m'identifie à mon entreprise. Bon, Montaigne dit le contraire, moi aussi, mais c'est pas grave, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec nous. Et puis, immédiatement, vous parlez de votre femme. Mais alors, si vous vous identifiez à votre femme, je suis inquiet pour vous, pour elle et pour votre couple. Mais je sais bien qu'on est d'accord là-dessus. J'ai divorcé au moins une fois, et donc j'ai compris qu'il ne fallait pas faire cette erreur. Voilà, mais c'est ça. Et voilà. Et donc, ça veut dire que traiter l'autre comme un être humain, c'est toujours prendre acte de sa différence d'être humain. Vous et votre épouse, vous et votre mari, mesdames, vous êtes par définition différents. Oui. Et donc l'humanisme n'est pas du tout dans l'identification. Je sais bien qu'on est d'accord sur le fond, hein, mais l'humanisme n'est pas dans l'identification, il est dans l'acceptation respectueuse de la différence de l'autre. Et donc dans une dimension de distance qu'au fond on peut appeler la solitude, chacun sait qu'il y a une solitude dans le couple, dans la famille, aussi, s'il n'y a pas que les célibataires qui sont seuls. Le couple, ce n'est pas la fin de la solitude, c'est être seul à deux, ensemble, mais chacun reste un individu différent de l'autre et donc garde une part de solitude. Comprendre ça, c'est comprendre, messieurs, que vous ne ferez jamais le bonheur de votre épouse. C'est impossible, personne ne peut faire le bonheur de personne. Mesdames, vous ne ferez jamais le bonheur de votre époux. C'est impossible. Personne ne fait jamais le bonheur de personne. Et donc, vous ne ferez pas davantage le bonheur de vos salariés. En revanche, il est assez facile, pour ceux qui veulent des conseils, je leur en donnerai tout à l'heure, pendant la pause, il est assez facile de faire le malheur de votre épouse. Il est peut-être encore plus facile, mesdames, j'en sais rien, mais en tout cas, il est facile de faire le malheur de votre époux. Non, parce que les hommes sont encore plus bêtes, si vous voulez. Enfin bon, peu importe. Il est facile, malheureusement, de faire le malheur de vos salariés. Alors c'est là la souffrance au travail. Le management, non pas humaniste, mais au contraire violent, brutal, irrespectueux, pervers des fois. C'est l'exception, je suis d'accord, mais ça existe aussi. Et donc il faut s'interdire de faire le malheur de l'autre, évidemment. Il faut non pas faire son bonheur, mais essayer de créer des conditions favorables pour votre épouse, vos enfants, pour vos salariés, sans dire que c'est la même chose, mais créer des conditions favorables au bonheur de l'autre. Et il me semble que l'une des conditions favorables au bonheur de vos salariés, je ne dis pas une condition ni nécessaire ni suffisante, mais favorable, c'est justement ne pas confondre la boîte et vous-même. Par exemple, ne pas donner à vos salariés, alors c'est plus difficile pour les PME que pour Malakoff Médéric, parce que vous vous identifiez à Malakoff Médéric, très bien pour vous, mais je vous jure qu'aucun salarié ne s'y trompe. Aucun salarié ne prend Guillaume Sarkozy pour Malakoff Médéric. Les patrons ici, où il y a 9 salariés, si en plus la boîte porte le nom du patron, il n'est pas impossible que vos salariés confondent eux aussi la peau et la chemise. Ça veut dire que vous mettez les salariés à votre service. Et ça, pour moi, c'est une situation perverse. Non, les salariés sont au service de l'entreprise. On n'est pas dans une relation de soumission personnelle. Vous n'êtes pas là pour dominer personnellement l'individu, en tant qu'individu patron, l'individu salarié. Non, non. Vous êtes là pour diriger une entreprise. Et de ce point de vue, le management, ce n'est pas la même chose que la domination. Et voilà une raison supplémentaire pour laquelle je pense, en vérité, que management humaniste, oui, mais justement, ça n'est pas une raison pour se prendre pour son entreprise. Vous savez ce que disait, je crois, une chanson de Renaud, « Je suis une bande de jeunes à moi tout seul ». Quand on se prend à soi tout seul pour un groupe, c'est la formule même de la barbarie. La responsabilité morale, personnelle, n'existe qu'à la première personne, que par l'unique sujet « je », comme disait Alain. Ça ne veut pas dire que le « nous » n'est pas important, mais ça veut dire que le « nous », il est second,
par rapport à la responsabilité de l'individu. Je sais bien qu'on parle de personne morale pour l'entreprise, expression de juristes. Alors, je ne vais pas dire du mal des juristes après les très beaux exposés qu'on a eus ce matin à la première table ronde. Mais enfin, ce qu'on appelle une personne morale, un, ce n'est pas une personne. Deux, ça n'a pas de morale. Parce qu'il n'y a que les individus qui aient une personnalité et une morale. Ce qui interdit de confondre la personne que vous êtes et la personne morale que vous dirigez. On n'a pas envie de vous arrêter, et puis on dit toujours que sur des séminaires comme celui-ci, arrivé à l'heure de déjeuner, les gens sont pressés de partir. Je ne suis pas sûr que ça soit tout à fait le cas, et on aurait bien envie de vous écouter encore un moment. Guillaume Sarkozy voulait dire un dernier mot. Une phrase pour rassurer André. Je ne suis pas schizo au point de m'identifier à mes 5700 collaborateurs. Ça serait un peu compliqué. Et je vais confesser, en réalité, mais le débat est à armes inégales, je vais confesser une erreur. Je ne m'identifie pas à mon entreprise, je la vis. Merci d'avoir pu terminer comme ça. J'avais lu il y a quelques années un ouvrage dont le titre me semblait un petit peu provoquant et m'interpellait, qui s'appelait « Socrate et le business ». Mais je crois qu'on a encore eu ce matin une merveilleuse démonstration de ce que je disais ce matin sur ce genre de journée peut nous apporter, peut être source de réflexion et d'inspiration. Et moi, je suis convaincu que cette table ronde, avec la participation de Guillaume Sarkozy et André Comte-Sponville, aura été pour vous source de réflexion et d'inspiration. Donc, je vous remercie. Merci.